L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption publie son rapport 2017. La présidence du FASO et le Premier ministère sont exemplaires selon la SELC, qui épingle par contre plusieurs ministères, parmi eux éducation, eau, santé, agriculture. Les détails dans ce journal. Et puis, dans ce 19h30 également, la réponse du gouvernement au secrétaire général de la CGTB, Bassolman Bazié, mettait en garde hier contre toute sanction envers les grévistes. Vous entendrez ce que lui répond le ministère de la fonction publique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, je vous propose de réécouter ces propos de Bassolman Bazié tenus hier en marge de la marche et de la grève générale de la CCVC contre la hausse du prix du carburant. Nous tenons donc à dire à l'ensemble des camarades qui sont ici que le mot d'ordre est appliqué sur l'ensemble du territoire national. Et donc tous ceux qui ont signé un papier en estimant qu'ils attendent la liste des grévistes avant le 3 décembre, ils n'ont qu'à bien s'asseoir et recevoir leur liste. Nous les attendons au tournant pour en savoir ce qu'ils vont en faire. Que ce soit un journaliste qui soit inquiété, que ce soit un travailleur qui soit inquiété, que ce soit un élève, un étudiant, un paysan, un acteur de la société civile qui soit inquiété parce qu'il a pris part à cette marche d'aujourd'hui, nous avons dit que le peuple burkinabé, il sait être patient, il sait être magnanime, mais quand on le pousse jusqu'au bout, il montre également qu'il sait pousser jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je vous remercie. Merci. Le secrétaire général de la CGTB mettait ainsi en garde le gouvernement après une note du ministère de la fonction publique demandant aux chefs des services de relever les noms de tous les travailleurs qui ne seraient pas à leur poste ce 29 novembre. Eh bien, voici ce qui ressemble à une réponse à Bassolman Bazié pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique. La loi sera tout simplement appliquée. Lorsque nous avons les listes sont transmises aux différents DRH, voilà, qui vont en tout cas appliquer la réglementation en la matière. Ça peut aboutir dans un premier temps à une coupure au niveau des salaires pour une journée, voilà, et conformément au texte en vigueur. Il y a un principe de l'administration qu'il faut avoir en tête. Le paiement, c'est après service fait. Et lorsque le service n'est pas fait, l'État a un droit de réclamer son dû. À l'audience du jour. Voilà, ces propos ont été recueillis dans les locaux du ministère de la fonction publique où s'est tenu un point de presse du gouvernement ce matin. L'éducation nationale était au centre de l'exercice, notamment le statut valorisant du personnel dans ce secteur. Il faut retenir que le niveau de recrutement va augmenter au niveau du primaire et du préscolaire. On va maintenant demander aux candidats d'avoir un bac plus 2 ans de formation. C'est ce qui est important à retenir. Mais il y a plusieurs autres points dans ce statut valorisant. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Venons-en à présent au rapport 2017 de la SELC. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption parle d'une situation générale d'irrégularité qui s'est empirée comparée à l'année dernière. Plusieurs ministères sont épinglés. Les détails avec Abdourazak Traoré. Mauvaise gestion au Burkina Faso, le proverbe chinois n'a pu être mis en exergue cette année car le poisson ne pourrit pas par la tête. La présidence du Faso et la primature ont agréablement surpris Luc Maurice Ibriga et ses 26 équipes d'enquêteurs qui ont audité la gestion 2017 du gouvernement. Du Faso, soit la structure dans laquelle il y a des textes pour la gestion du carburant et la gestion du carburant a véritablement diminué au niveau de la présidence du Faso. Par exemple, si vous prenez au niveau du Premier ministère, il n'y a pas de marché irrégulier au Premier ministère. Ça, c'est une réalité que nous pouvons vous donner. Cependant, de manière générale, dans les ministères, les indicateurs sont nettement dégradés en termes d'irrégularité commise, déplore le contrôleur général d'État. La situation est imputable à l'impunité qui règne. Il faut une reprise en main vigoureuse pour qu'il y ait des sanctions dissuasives. Parce que quand vous regardez pour les comptes de dépôt, pour les
les comptes de menus dépenses, les régies de recettes et autres, vous voyez bien que normalement des gens qui savent bien qu'ils ne peuvent pas dépenser plus de tant de francs sur ce compte-là, non, on le fait les dépenses sans problème. Il y a une dégradation là de près de 13, et quelques %. Donc, si ces attitudes-là ont lieu, c'est parce que les personnes sont persuadées qu'elles ne vont pas subir la sanction. Et pour faciliter ces sanctions, les enquêteurs exhortent le gouvernement à opérationnaliser les conseils de discipline au sein de l'administration. Ils souhaitent aussi la généralisation des comités anticorruption dans les services. Et enfin, ils appellent les partenaires sociaux à s'impliquer pour l'effectivité de toutes ces mesures. Voilà, vous venez de l'entendre, les bons élèves en 2017 sont la présidence du Faso et le premier ministère, mais il y a aussi les mauvais élèves. Plusieurs ministères ont été épinglés, l'eau, l'éducation, la santé, l'agriculture. Voici les détails proposés par Abdourazak Traoré. Audit de l'ensemble des ministères, du premier ministère et de la présidence du Faso. 26 équipes d'auditeurs ont enquêté sur 4 domaines de la gestion: les commandes publiques, les comptes des dépôts, les régies d'avance et le carburant et les lubrifiants. Alors qu'en 2016, le taux d'irrégularité des commandes publiques était de 15,46%, en 2017, ce sont plus de 35% des marchés publics qui ont été octroyés par entente, loin de la norme de l'UEMOA qui préconise 15%. À ce niveau, les fautifs sont les ministères de l'Éducation, de l'eau, de la santé et de l'agriculture pour avoir dépassé le montant autorisé de leur commande par entente directe. En ce qui concerne les comptes de dépôt dans les structures auditées, il ressort que plus de 5,5 milliards de francs CFA ont été dépensés de manière irrégulière, un montant qui représente 2,25% des dépenses totales en 2017. Pourtant, en 2016, ce taux était à 0,57%. À ce niveau, les mauvais élèves sont les ministères de la Défense et de l'Éducation nationale. Des ministères qui ont effectué des dépenses sans pièces justificatives ou avec des pièces irrégulières. L'adoption de la loi relative à des procédures par entente directe est le motif développé par l'ASE-LCE pour expliquer cette explosion de la commande publique de manière irrégulière. Le troisième domaine audité par les experts anticorruption a concerné les régies d'avance et les caisses de menu des structures. Là-bas, les dépenses irrégulières en 2017 sont estimées à 17,6% des dépenses totales contre 3,77% l'année précédente. Ici, ce sont les pièces justificatives qui sont mises en cause. Le dernier champ d'action passé à la loupe des hommes du contrôleur d'État, c'est le carburant et le lubrifiant. Sur 9,6 milliards de consommation, plus de 300 millions de francs CFA ont été consommés irrégulièrement, soit 3,11% de la consommation du carburant. Alors qu'au rapport de 2016, ce chiffre était estimé à 2,20%. À ces 2 dernières étapes de l'audit, les ministères épinglés n'ont pas été identifiés dans le rapport synthèse qui a été publié ce 30 novembre en attendant le rapport définitif. 4e jour d'audition du général Gilbert Diendéré dans le procès du Putsch-Manqué de septembre 2015. Pas de révélation particulière, le principal accusé s'est attelé à répondre aux questions du parquet militaire. Les explications de Roméo Koïta. À l'audience du jour, le parquet est revenu sur la question de la déclaration du CND en demandant au général Gilbert Diendéré qui en étaient les véritables rédacteurs. Le général dit qu'il a rédigé tout seul sa déclaration. L'accusation n'est pas convaincue par cet argumentaire en fondant sa position sur des procès-verbaux de certains accusés qui estiment qu'elle a été probablement rédigée par des civils. Non, c'est ma déclaration et j'en prends toute la responsabilité, réplique le général Gilbert Diendéré. Sur cet aspect, ses avocats pensent que ces procès-verbaux d'accusés sont de pures allégations. Vous êtes dans une situation où il y en a qui disent que c'est une déclaration rédigée par des civils, mais le principal donc concerné dit que c'est lui sa déclaration. C'est lui qui l'a initiée, ce n'est pas un civil qui l'a aidé à le faire. Dans ces conditions-là, quelle déclaration prendre et puis lesquelles déclarations laisser. Voilà. Donc je pense que le juge va tenir compte de tout ça. Hormis la déclaration, le parquet a aussi fait cas d'une somme d'argent de 85 millions de francs CFA
remise aux éléments du RSP par le général Gilbert Djendjéré le 29 septembre 2015 pour les motiver à résister au désarmement. Pour l'auditionner, cette somme leur a été remise tout simplement parce qu'ils en avaient exprimé le besoin pour résoudre des problèmes sociaux. Il s'agissait aussi pour lui de les motiver afin qu'ils quittent le camp Nabakom 2 qui allait être bombardé dans les heures qui ont suivi. Il faut noter qu'après 4 jours d'audition du général Gilbert Djendjéré, certains avocats de la partie civile pensent que l'auditionné fait de la rétention d'informations en niant tout en bloc. Personnellement, ce que moi j'attendais du général, c'était, comme il aime le dire, beaucoup plus de courage. Le courage, ce n'est pas de rester dans un camp militaire pendant un coup d'État et faire sortir des gens pour mater ses propres populations. Le courage, c'est quand on a posé un acte aussi grave que celui-là, de venir et de dire, oui, je l'ai fait avec mes hommes, maintenant nous attendons la sanction, et si vous voulez bien accepter notre pardon, nous demandons pardon. Mais de nous dire, je n'ai pas fait de coup, je ne sais pas qui l'a fait, mes hommes ne l'ont peut-être même pas fait, bon, mais des gens sont morts, c'est à vous de nous dire qui les a tués. Je trouve que c'est indécent. Et de dire en même temps, oui, je m'incline devant les morts, c'est pas ça le courage. Il y a aussi cette question de l'amnistie qui devrait être accordée aux éléments du RSP qui a été évoquée. Le général Gilbert Djendjéré affirme que cette amnistie a été proposée par les chefs d'État de la CEDEAO durant les négociations. Et le parquet de lui dire que lorsqu'on ne se reproche rien, on n'accepte pas une amnistie. La prochaine audience, c'est pour le lundi 3 décembre prochain. Tout autre chose, 2 signatures de conventions au ministère des Affaires étrangères ce 30 novembre, des engagements de la diplomatie burkinabé avec l'Institut mondial pour la croissance verte d'une part et d'autre part avec la Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Abdelaziz Sarré et Caroline Yoda pour le compte rendu. C'est une succession de signatures de conventions entre le ministère des Affaires étrangères et différentes institutions. La première, qui implique le département d'Alpha-Bari et l'Institut mondial pour la croissance verte, vise à permettre au Burkina Faso de bénéficier d'un accompagnement dans sa transition vers un modèle de croissance environnementale durable. Il faut préserver notre planète, donc nos pays, notre région, et que nous nous sommes engagés donc pour la signature de cet accord, pour aider cette institution à nous aider aussi en retour, de sorte que nous puissions donc protéger notre génération et les générations futures. Il est important de rappeler que les ressources que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des ressources que nous empruntons des générations futures. Et tant qu'on se met dans ces scénarios, on se dit qu'il faut les gérer de façon durable. Et l'Institut mondial pour la croissance verte, qui est une organisation intergouvernementale à laquelle le Burkina Faso a adhéré, permet d'accompagner les États pour pouvoir accélérer l'accès à la finance climat, qui permettra également de mettre en œuvre un certain nombre d'engagements, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et pour nous, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir profiter des opportunités qui existent aussi bien au niveau de la finance climat internationale, privée que publique, pour pouvoir accompagner le Burkina Faso dans une transition durable. La deuxième convention, signée ce vendredi 30 novembre, entre le chef de la diplomatie burkinabé et la Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, Séglu Afrique, quant à elle, engage le Burkina Faso à octroyer un siège à cette institution pour l'ouverture d'une académie de formation des acteurs des collectivités locales. Vous savez que dans le cadre du Burkina, on est entré dans ce qu'on peut appeler la communalisation intégrale, mais il faut rendre tout ça effectif sur le terrain en termes de transfert de compétences et en termes de transfert de ressources. Et ce que nous voulons, c'est que les personnels de collectivités territoriales soient très professionnels. Et nous voulons aussi que ce soit une des premières options d'emploi. Nous voudrions que la fonction publique territoriale ait le même engouement auprès des jeunes que la fonction publique nationale. Parce que nous pensons que le développement est local ou n'est pas. Cette académie de formation viendra reprendre les activités d'une autre qui existait déjà et qui avait fermé pour des difficultés rencontrées dans sa gestion.
Une fois ouverte, elle sera le pôle de formation au niveau régional. Tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre viendront s'y former. Fini peut-être les longues files d'attente devant les guichets de la Sonabel. Les clients de la Société nationale burkinabé d'électricité peuvent désormais payer leurs factures dans les agences de la banque BOA, une option rendue possible après une signature de convention entre les deux parties. Abdourazak Traoré. Les locaux de la nationale d'électricité aux couleurs de la Bank of Africa, un savant mélange de couleurs qui va au-delà d'un simple jeu d'esthétique pour offrir aux Burkinabés des services innovants, simples et surtout accessibles à tous. En paraphant cette convention, la Sonabel autorise la BOA à accepter le paiement de factures d'électricité dans ses guichets. De quoi mettre fin au calvaire lié aux interminables rangs pendant les paiements de factures. Permettra aux abonnés, aux clients de la BOA Burkina Faso de payer dorénavant leurs factures dans nos guichets et puis acheter des crédits énergie et tout ça au travers de nos TPE qui sont installés dans toutes nos agences. Donc les avantages sont multiples, tant pour les clients, il n'y a plus de perte de temps dans les guichets, on pourra facilement payer sa facture sans difficulté. Donc pour la Sonabel, ça lui permettra de désengorger ses guichets, accélérer le recouvrement des factures et puis améliorer au travers de consommation le taux d'électrification. Une innovation qui peut profiter à tous les abonnés de la Sonabel. Le paiement se fait dans les guichets de la BOA sans que le client n'y dispose forcément d'un compte. Pour régler leurs factures ou bien acheter des unités prépayées. Donc c'est vraiment pour faciliter la vie à notre clientèle que ce partenariat a été noué. Et nous ne pouvons que saluer ce partenariat et féliciter Bank of Africa. Les factures post-payées sont concernées. Donc les clients peuvent aller sur ces sites-là. Au lieu de venir se bousculer dans les guichets Sonabel, ils peuvent aller au niveau des guichets Bank of Africa plus près de chez eux ou bien plus près de leur lieu de service pour payer leurs factures post-payées. Ils n'ont même pas besoin d'être clients Bank of Africa pour le faire. L'essentiel seulement, c'est qu'ils se présentent avec les références de leurs factures. Pour commencer, seulement les agences BOA de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou disposent de terminaux de paiements électroniques. Quant au partenariat entre les deux structures, il devrait se renforcer prochainement avec un projet de paiement via le mobile téléphonique, a rassuré le directeur général du deuxième plus grand établissement financier en termes de réseau bancaire au Burkina Faso. Selon le ministère de l'administration territoriale, 25% des enfants nés au Burkina Faso seraient fantômes. C'est le terme employé pour désigner les enfants sans acte de naissance. Eh bien, dans le Sahel, le projet Enregistrement universel des naissances en Afrique tente de juguler le phénomène depuis quelques années. Madina Sienou. Le taux d'enregistrement des naissances au Burkina Faso stagne. Environ 25% d'enfants nés sur le territoire national ne disposent pas d'acte de naissance selon le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais le projet vers un enregistrement universel des naissances en Afrique devrait pouvoir changer la donne, notamment dans la région du Sahel. À mi-chemin de la mise en œuvre du projet, des avancées significatives ont été enregistrées dans cette partie du pays. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Par exemple, on a eu 29 nouveaux centres d'état civil secondaire qui ont été créés au niveau de la région du Sahel. Et on sait qu'avoir des centres d'état civil secondaire au niveau des centres de santé, c'est une opportunité pour les parents de pouvoir se faire enregistrer de manière rapide après avoir donné naissance et de repartir avec le certificat de naissance. Ça, c'est vraiment un acquis important. Mais quand même, nous avons quand même eu quelques petites difficultés pour accéder à certaines communes qui sont un peu affectées par la crise, etc. Mais en tout cas, on est là et on va continuer à faire des progrès. Le projet vers un enregistrement universel des naissances en Afrique est financé par l'Union européenne en partenariat avec l'UNICEF.
La rencontre des partenaires techniques et financiers tenue à Ouagadougou ce 27 novembre vise à faire le bilan à mi-parcours du projet et à dégager des perspectives pour le reste de la période d'exécution. Le bilan est globalement positif puisqu'il permet donc de booster en tout cas le taux de réalisation et d'enregistrement des licences, notamment dans la région du Sahel. C'est un bilan d'étape, à la moitié de la mise en œuvre du projet. Il s'agira également de regarder quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées et de voir aussi quelles sont les solutions et recommandations qu'on peut formuler pour aller de l'avant. Prévu pour durer 3 ans, le projet vers un enregistrement universel des naissances en Afrique doit à terme accroître l'enregistrement des enfants dès leur naissance dans 4 pays ciblés que sont le Burkina Faso, le Cameroun, l'Ouganda et la Zambie. Et direction maintenant Bobo-Dioulasso, où les maires et les organisations de la société civile de la ville ont eu une rencontre avec les ministres en charge de l'administration territoriale et de l'urbanisme. Sujet évoqué, la mise en place des commissions ad hoc pour l'appurement des passifs du foncier urbain. Arsène Konditamde. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ces 2 grandes villes à statut particulier ne sont pas concernées par la levée de la suspension partielle des mesures de lotissement. Une mesure conservatoire prise afin d'approfondir les investigations de terrain dans ces 2 villes qui concentrent à elles seules 115 585 dossiers litigieux, soit 85,7% des cas répertoriés au plan national. De nouvelles commissions ad hoc vont être installées pour poursuivre le travail. La rencontre avec les maires d'arrondissement a pour objectif de les informer sur leur rôle pour le succès de l'opération. La désignation de 2 représentants par arrondissement et la mise à disposition de ces commissions de l'ensemble des documents, les archives, les différents arrêtés, les PV et tous les documents qui peuvent contribuer à éclairer la commission. Nous attendons également des maires la sensibilisation et l'information des populations, parce que les populations auront un rôle très important à jouer dans le succès de cette opération. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, ce sont 32 000 dossiers litigieux qui ont été répertoriés. Les 11 membres assermentés de la commission vont avoir la charge d'y apporter des solutions. Après les échanges, les maires ressortent satisfaits et appellent au traitement rigoureux des différents dossiers. Donc il faut dire qu'avec les recommandations et tout ce que nous avons entendu ce matin, nous ressortons satisfaits parce que les difficultés qu'on gérait au quotidien n'étaient pas aisées. Vous savez que la question foncière dans nos arrondissements pose problème. Il y a un passif assez lourd et nous attendons de ceux-là, en tout cas qui seront reconnus, de faire un travail approfondi et d'étudier en profondeur tous les dossiers qu'on va en tout cas mettre à leur disposition. Après les maires d'arrondissement, les 2 ministres se sont entretenus avec les organisations de la société civile actives dans le domaine du droit au logement. Chaque parti a posé ses préoccupations et présenté ses attentes. Les commissions qui vont être mises en place doivent être composées de 11 personnes, un président, un rapporteur, 2 observateurs et 7 membres. Et pour terminer, la 7e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique s'est ouverte aujourd'hui. Il est attendu au terme de cette réunion des propositions sur le rôle de la femme dans les politiques de développement des pays membres de l'OCI. Sandrine Zougouri. Ils ont 2 jours pour faire le point de la mise en œuvre du plan d'action de l'OCI. L'Organisation de la coopération islamique est passée en revue les efforts de l'organisation pour la mise en œuvre des recommandations de la 6e conférence. Ce sont des experts en charge de la promotion de la femme et du genre. Ils sont à Ouagadougou dans le cadre de la 7e session de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI. Vous savez que nous sommes aujourd'hui États membres de l'OCI, 58 États. Et sur les 56 États plutôt que nous sommes, nous avons élaboré un plan d'action. Ce plan d'action a été donné à tous les pays et nous allons aujourd'hui regarder l'état d'avancement de ce plan d'action dans les autres pays et faire aussi l'état des avancements de la ratification de la loi de l'ODF, l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'OCI, qui va en droite ligne avec notre plan d'action pour la femme
femmes au niveau du Burkina Faso. Donc chaque État viendra nous donner l'état d'avancement et nous allons voir comment nous pouvons améliorer toujours les conditions de vie dans les États membres de l'OCI. Identifier les obstacles auxquels sont confrontées les femmes, lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, des volets qui seront examinés à cette conférence de partage d'expériences et de connaissances. Les objectifs les plus importants pour l'OCI aujourd'hui, c'est de combattre toutes les violences de toutes sortes contre les femmes et de pouvoir offrir les opportunités de travail, d'affaires aux femmes de tous les niveaux. À travers la formation, le renforcement des capacités et les offres des opportunités d'investissement des petites et moyennes entreprises pour les femmes afin qu'elles soient indépendantes et autonomes. Cette rencontre internationale offre également aux États membres de l'OCI l'opportunité de mettre en exergue les efforts fournis en matière d'autonomisation de la femme. Au Burkina Faso, les acquis sont remarquables sur le plan éducatif. Les pays membres ont fait un bond spectaculaire en matière d'accès des filles à l'enseignement primaire. On peut citer l'exemple du Burkina Faso où le taux brut de scolarisation au primaire est situé entre 86,4% pour les filles et 85,9% pour les garçons au titre de l'année scolaire 2015-2016 selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Burkina Faso, qui est à l'honneur cette année, le pays a été désigné pour assurer la présidence de cette conférence. Autonomisation de la femme dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, enjeux, défis et perspectives, c'est autour de ce thème que ces experts vont orienter leurs réflexions durant ces 2 jours. Voilà, et pour être complet dans ce journal, sachez que l'organisation de la CAN de football 2019 a été retirée au Cameroun, a-t-on appris aujourd'hui même. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure dans le Sport Time à 21h00. John William Somda et toute son équipe vont revenir sur cette affaire. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de toute votre fidélité durant cette semaine d'actualité.